Donc moi je suis Bénédicte Pasquet, je suis responsable co-tout un petit peu aux côtés de Sandrine, aux côtés de Frédéric Bardot qui est cofondateur du collectif Women and Girls in Tech. Je suis hyper contente de vous accueillir, de vous voir, de vous retrouver. Pour la plupart on se connaît. Je suis contente que ces rendez-vous s'institutionnalisent un petit peu presque, se sanctuarisent dans différents espaces, ça c'est chouette aussi. Donc une organisation seule, pas du tout, puisque Anne a énormément travaillé sur le sujet. Nos intervenantes qui sont préparées demain, oui, c'est ça, tout donné. Voilà, et puis vous êtes déplacés. Donc voilà, en tout cas, hyper contente de pouvoir vous accueillir. Comme certaines d'entre vous le savent, ou d'autres peut-être pas, mais quand on se rejoint sur les meet-up, effectivement, comme le disait Sandrine, on essaye de prendre un peu de hauteur. Alors parfois c'est sur une innovation technologique, on va essayer de décrypter, on l'a fait sur l'IA, le web 3.0, bref, que sais-je. Et aujourd'hui, on va s'intéresser du coup à une problématique à craquer, en tout cas essayer d'aller un peu plus loin sur les enjeux d'inclusivité dans la tech, puisque aujourd'hui notre Parlons Tech va, vous imaginez bien sans trop de surprise, adresser la problématique de la sous-représentativité des femmes dans la tech. On s'appelle bien Women and Girls in Tech, pas pour rien. Et aujourd'hui, on est en double enjeu. Et oui, parce que nous, on aime la complexité. Et du coup, le double enjeu aujourd'hui, c'est les femmes en situation de handicap dans la tech. Et oui, parce que si les femmes sont sous-représentées, je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà un avis sur le sujet, mais comment vous dire, au niveau des femmes en situation de handicap, c'est pas franchement ça. Quelques chiffres, punchline, pour celles qui auraient oublié, qui auraient passé l'été, qui ne seraient plus encore vraiment dedans. Le taux moyen de femmes dans la tech, dans le numérique, c'est à peu près 25%. Grosse stagnation, petite descente depuis 4-5 ans. Ça bouge pas trop, la tendance est à la baisse. 25%, c'est global, c'est tous les métiers. C'est aussi les fonctions support. La com, la finance, voilà, l'administration. Et alors là, dès qu'on commence un petit peu à gratter sur les métiers techniques, c'est-à-dire on met les mains dedans, il y a un terminal, on fait du CDA, on fait de l'IA, enfin bref, on fait des choses un peu comme ça, et on communique avec une interface noire, là on est plutôt à 16% en moyenne. Et puis alors là, si on commence à gratter encore un petit peu plus sur la cybersécurité, l'infrastructure, bon là c'est la bérésina la plus totale, puisqu'on atteint à peu près les 8-9% de femmes dans ces milieux-là. Voilà, donc comment vous dire, niveau de représentativité assez bas. Femmes en situation de handicap, alors là, vous imaginez même pas, on n'a pas de chiffres d'ailleurs, mesdames, vous nous direz peut-être d'ailleurs. Par contre, on a un chiffre déjà sur la représentativité du handicap dans le numérique que nous avons cherché avec Stéphanie, que je vais vous présenter nos intervenantes, 1,2%, je crois, de personnes en situation de handicap dans l'IT. Donc ça pose des milliards de questions, vous imaginez bien. La première, c'est celle de l'égalité, de l'accessibilité, première chose, de l'inclusion, de l'insertion socio-professionnelle et de toutes ces possibilités en fait, qui sont interdites, finalement ces chemins qui sont fermés. Ça pose aussi des questions qu'on connaît tous, du coup des innovations finalement dans la tech. Et ouais, parce qu'on n'est pas sans savoir que plus il y a de diversité dans les équipes, et plus on est innovant, et meilleurs sont les résultats pour les entreprises. On le sait tout ça. Donc voilà, on va essayer un petit peu de, je sais pas comment dire, débroussailler le terrain, aller un peu plus loin, partager ses réflexions en tant qu'acteur engagé sur ces terreaux, qui jouent sur ces tronçons de l'inclusion et comment est-ce que vous le faites et comment est-ce que vous le faites bien. L'objectif de cette table ronde, c'est vraiment de partager vos bonnes pratiques, vos positionnements, vos valeurs sur le sujet. Donc je suis hyper contente du coup pour ce faire d'accueillir ce panel de femmes donc très engagées sur le sujet. Je vais vous présenter très rapidement, en 2 mots, qui vous êtes, vos blases et puis vos entreprises, et je vous donne la parole. D'accord ? Donc on a le plaisir d'accueillir Laurence Chulin. Tu es directrice de la diversité, de l'inclusion et de l'égalité des chances. Tout à fait. Pour le groupe La Poste. Merci d'être à nos côtés. Merci. Stéphanie Dubreuil, tu es experte diversité et inclusion, on se connaît très très bien, et responsable du handicap pour Simplon, écosystème Simplon. Tu présenteras un peu mieux tout à l'heure. Et enfin, Christelle Roum, tu es directrice de la diversité, de l'équité et de l'inclusion pour le groupe Natixis. Toutes ces bonnes notes, c'est merveilleux. Maintenant, j'arrête de parler, je vous laisse la parole, mesdames. Peut-être dans un autre, tout simplement, de placement spatial, je vais te donner la parole. Du coup, Laurence, voir un petit peu, donc je vais vous présenter vous. Ouais.
Quels sont vos positionnements par rapport aux enjeux là qu'on vient un petit peu d'évoquer. Et puis vous êtes là parce que vous incarnez aussi vos missions entreprises. Et ben voilà, je sais pas, les visions groupes, est-ce que vous avez à en dire à ce sujet-là? Alors oui, donc Laurence Hulin, effectivement, si je vous resitue quand même rapidement La Poste, c'est 170 000 collaborateurs. Aux bornes du groupe, c'est 230 000. On a 52-53% de femmes, voilà, donc à peu près 90 000 femmes. Et on a 14 000 travailleurs en situation de handicap, voilà, dont 70% sont à peu près des femmes. Voilà, donc c'est un enjeu pour nous, puisque on sait très bien que voilà, dans notre population, on a des personnes qui sont en situation de handicap et majoritairement des femmes. Alors, c'est un sujet que effectivement on traite aujourd'hui au niveau de la DRH du groupe sous plusieurs angles. On a un accord égalité pro entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, cet accord il date de 2005, alors on l'a renouvelé tous les 3 ans. Et aujourd'hui, quand on regarde nos résultats, on n'a pas de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Voilà. On n'a pas de différence de promotion entre les hommes et les femmes. Et on n'a pas de différence de formation entre les hommes et les femmes. Pour autant, on a quand même, on est bon, mais voilà. Pour autant, on a quand même un sujet qui est de se dire, on a un petit plafond de verre dans nos cadres dirigeants. On est à 38-39%, voilà, alors qu'on pourrait quand même faire mieux. On a quand même on travaille en fait sur tout ce qui est engagement contre lutte contre le sexisme et prévention contre les agressions et le harcèlement. Tout ce qui est violence faite aux femmes. On a un vrai sujet de violence familiale. Aujourd'hui, on accompagne entre 400 et 600 femmes. C'est essentiellement des femmes. Il y a aussi un peu d'hommes, mais c'est essentiellement des femmes qui sont victimes de violences, qui sont dans tous les corps de métier, dans toutes les classes aussi de notre population. Et puis, on se rend compte que on a un vrai sujet sur la mixité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a 52-53% de femmes, mais il y a des métiers qui sont plutôt féminins, bon, comme partout, hein. Donc la com, la RH, etc. Et des métiers qui sont plutôt masculins. Alors, la tech n'y échappe pas, parce qu'on a quand même des activités aujourd'hui fortes d'engagement numérique en tant que La Poste. On ne fait pas que de la logistique et du service. Voilà, donc on a vraiment ces enjeux-là aujourd'hui sur le volet égalité pro. Sur le volet handicap, on a donc 14 000 travailleurs en situation de handicap. On est le premier employeur. Et derrière, on aménage leur poste. Donc c'est vrai que, je ne sais pas si vous savez comment ça a évolué un peu le monde du handicap. Avant 2005, c'était essentiellement les gens qui étaient purement handicapés. Après 2005, ça s'est vraiment ouvert et aujourd'hui, on a des gens qui reviennent d'un cancer, on a des gens qui sont diabétiques, on a des gens qui ont des maladies chroniques. Donc, on n'a plus du handicap pur et dur comme avant. On a des maladies qui sont des maladies chroniques qui deviennent du handicap. Donc, c'est-à-dire que toutes ces populations-là aussi qui, dans le temps, ne revenaient pas forcément travailler, aujourd'hui, c'est génial et heureusement, elles reviennent travailler. Donc, par contre, c'est à nous aussi de faire en sorte qu'elles puissent correctement travailler et être compensées dans leur travail. Donc évidemment, on travaille sur tout ça. Et puis, on se disait 1,2% de personnes BO, enfin travailleurs handicapés dans la filière. À La Poste, il y a, alors c'est pas cocorico, mais on est à 4%, parce qu'on a été chercher les chiffres avec Anne. Donc on a 4% de travailleurs handicapés dans la filière tech chez nous, et 37% sont des femmes. Donc C'est beau. c'est pas mal. Bon voilà, après, encore une fois, et on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on fait aussi pour donner confiance aux gens, pour se déclarer, qu'est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on a aménagé ce qu'il faut et que la personne a des conditions totalement adéquates pour pouvoir bosser. Ça, je pense que ce sera dans un deuxième temps. Tout à fait. Ok. Merci beaucoup, Laurence. Je suis cette logique. Du coup, Stéphanie. Oui, donc moi je représente l'organisme de formation Simplon, donc organisme de formation au métier de l'informatique qui a 11 ans maintenant et qui a été vraiment créé pour dire cette filière en devenir, comment faire pour qu'elle soit ouverte aussi à toutes ces personnes qui sont un petit peu au bord du chemin et qui sont sous-représentées dans ce milieu de la tech. Donc effectivement, les femmes, ça peut être des personnes réfugiées, ça peut être des jeunes, ça peut être également des personnes en situation de handicap. Et dès la première promotion en 2013, il y avait déjà 2 personnes en situation de handicap, un homme et une femme. Donc on avait la parité, si je puis dire. Et donc on a beaucoup progressé parce que c'est vraiment une progression interne aussi que de savoir comment accueillir des femmes en situation de handicap ou des personnes handicapées en général. On a déployé le plan investissement dans les compétences talent digital qui était porté par la GFIP, ce qui nous a permis d'entrer en 3 ans 900 personnes en situation de handicap en formation pour aller vers les métiers de l'informatique, avec 70% de retour à l'emploi. Donc ça,
Ça nous a permis, nous, en tant qu'organisme de formation, vraiment de monter en compétences. On a créé un campus handicap. On a des référents handicap en région. Chacun est formé et monte en compétences pour savoir comment accueillir. Parce que le handicap, c'est, comme le disait Laurence, c'est plein de choses différentes. On a souvent des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, qui aiment bien l'informatique en se disant bah, tiens, ça va être bien, je vais pouvoir être un peu caché derrière mon ordi. Et comment on gère quand on a une moitié de promo avec des personnes qui sont autistes. Donc on doit aussi former nos formateurs. Donc voilà, ils sont plus seulement formateurs en compétences techniques, mais bien aussi en compétences en relations humaines. Et on apprend tous les jours, on continue à apprendre. C'est vrai que des personnes malentendantes, des personnes qui sont malvoyantes, voilà, à chaque fois, c'est des adaptations différentes. Et on s'est vraiment bien développé là-dessus, sachant que sur les 900 personnes, il y avait 30% de femmes. Alors, c'est vrai que chez Simplon, comme on développe beaucoup de programmes pour les femmes, du coup, on a sûrement certaines femmes qui se sont déclarées en situation de handicap pour intégrer certains programmes qui étaient 100% réservés aux personnes en situation de handicap, parce qu'on avait des financements pour des personnes en situation de handicap. Donc, des fois, on fait de l'inclusivité comme on peut. Il faut aussi qu'on ait des financements pour pouvoir payer ces formations. Et on a vraiment travaillé en mettant des choses en plus, donc des SAS, du job coaching, dont on parlera certainement tout à l'heure, pour pouvoir accompagner ces personnes. Donc c'est vrai que le terme BOETH, donc les bénéficiaires de l'obligation d'emploi travailleurs handicapés, à Pôle emploi, il y en a 500 000. Et là, il y a la parité, il y a la moitié de femmes. Voilà, donc il y a 230 000 femmes potentielles. Après, il y a pas mal de personnes qui ont plus de 50 ans. Donc il y a des femmes seniors en situation de handicap. Donc là, ça sera peut-être l'objet d'une autre table ronde. Parce que le handicap, il y a seulement 15% des handicaps qui sont de naissance. Donc forcément, c'est tout au long de la vie. Et ça peut arriver, effectivement, malheureusement, à tout à chacun, tout à chacune. Et pour moi, l'informatique est une vraie mine d'or pour elle, en termes de reconversion et en termes d'adaptation par rapport au handicap. C'est vraiment des métiers qui peuvent être faciles, parce que télétravail, parce que pas de port de charge, etc. Merci beaucoup. Trop longue. Ouais, non, mais on va essayer de. Non, mais et merci en plus du coup un petit peu prise de hauteur autour sur les chiffres un peu aussi plus globaux sur le handicap, parce qu'on les a pas forcément tous à l'esprit. Du coup, c'était pas fait exprès parce qu'on n'a pas joué la scénographie pour l'installation, mais du coup c'est hyper intéressant. Tu es au centre, du coup. Elle fait la jointe venture comme on dit dans la banque. Et je crois que vous connaissez. Ouais. Mais tout à fait. Non, mais c'est pour ça c'est hyper intéressant. Du coup, vous connaissez aussi bien avec Christelle, à qui je donne la parole. Voilà, on y reviendra à un moment donné de l'histoire, mais voilà, effectivement, vous avez collaboré avec Stéphanie, entre autres, mais en tout cas Simplon, pour de belles aventures. Donc Christelle, avant de rentrer dans ce vif du sujet des bonnes pratiques, voilà, un petit peu ton regard, toi, ton parcours personnel. Alors, je vais faire un petit peu comme mon homologue, peut-être représenter pour qui je travaille. Donc Natixis, effectivement, tu parlais de marque Natixis, ça c'est intéressant parce que on agrège effectivement d'autres noms, et donc on a coutume de dire on est multimarque, multi-boutique. Donc sur ce qui concerne plutôt la banque de grande clientèle. Donc là, on est sur une activité beaucoup plus modeste que la Poste. Donc c'est un peu plus de 4000 collaborateurs en France. Avec 40% de femmes parmi ces collaborateurs. Donc la banque de grande clientèle, c'est une activité de financement, d'investissement ou une activité de conseil en fusion-acquisition auprès de B2B. Donc on est plutôt sur des métiers d'expertise technique, ce qui fait qu'effectivement, quand on regarde nos chiffres de recrutement, on a plutôt tendance à recruter des profils expérimentés seniors que des profils juniors. Du coup, on a des actions particulières sur les juniors, donc 40% de femmes. Et sur cette activité de banque de grande clientèle, qui est réputée historiquement, on va dire, plutôt des activités exercées par des hommes, puisque nous sommes effectivement sur le management de l'argent. Donc, on va dire assez naturellement, c'est quand même des activités vers lesquelles on a eu plus volontiers historiquement des hommes, parce qu'on sait que les femmes ont accédé à l'autonomie sur ces sujets-là très tardivement. On a décidé effectivement on regarde un peu nos enjeux de mixité, comme tout grand groupe. Et effectivement, on a identifié des filières métiers dans lesquelles les femmes étaient sous-représentées, dont celui de l'IT. Donc l'IT, chez nous, ce sont
à peu près 600 collaborateurs en France, avec 25% de femmes parmi ces collaborateurs. Donc là, on est tout à fait raccord avec le marché. Et c'est vrai que la difficulté, on va dire, sur ces enjeux de mixité, notamment sur les métiers de l'IT, c'est d'aller trouver des candidatures que le marché n'amène pas nécessairement. Je mets plein de guillemets dans « n'amène pas nécessairement ». Donc ça veut dire effectivement pour une organisation de devoir faire une démarche spécifique, pour ne pas dire un effort, parce que ce type de population n'arriverait peut-être pas aussi naturellement dans nos process de recrutement qu'on peut l'imaginer. Qui plus est, parce que derrière le mot finance, on va mettre effectivement des expertises financières et pas forcément des expertises IT ou web ou que sais-je encore. Et pour autant, on a bien des postes qui existent. Et donc sur cette filière-là, donc on a des enjeux de mixité. Donc d'abord, on mesure. Donc on a des dashboards, des tableaux de bord. C'est toujours important de savoir où est-ce que l'on navigue. Et dans les engagements qu'on a, on a par exemple sur les recrutements externes de se fixer un taux de recrutement à l'externe, de femmes dans nos recrutements à l'externe qui soit au minimum égal à leur représentativité dans les effectifs. Alors ça ne paraît pas très ambitieux comme ça, mais comme effectivement le marché nous apporte de moins en moins de femmes, c'est déjà de dire, la première des actions, c'est de ne pas dégrader la représentativité des femmes sur ces métiers-là. Ensuite, je vais faire peut-être le parallèle sur le handicap. Donc le handicap, il est géré en parallèle des enjeux de mixité. C'est-à-dire, en fait, les approches des entreprises, ça a été une approche plutôt par catégorie de population, en se disant, on va regarder les catégories de population les unes après les autres. Et c'est vrai que l'intersectionnalité, comme on dit dans notre jargon, c'est plus complexe. Alors, c'est effectivement des démarches qu'on commence à organiser avec effectivement l'idée de se dire, si on a des actions en faveur de la mixité, il ne faut pas que ça interdise à d'autres catégories, comme des personnes en situation de handicap, de pouvoir accéder au dispositif. Et là, on pourra vous donner l'exemple effectivement de notre expérimentation avec Simplon. Je vais peut-être m'en arrêter là, mais parce que non, c'est très bien. Voilà. J'étais en train de chercher comment raccorder sur la suite de l'histoire, parce que tu as commencé à rentrer dans le vif du sujet, et c'est très très bien sur la question justement des bonnes pratiques. Tu as commencé du coup à rentrer dedans. On ne va pas revenir, enfin l'état des lieux, on ne va pas revenir sur l'état des lieux parce qu'on a bien compris que de toute façon il y avait un défi. On va pas, je le reprécise, tu parlais d'intersectionnalité, c'était un petit peu le fond de nos échanges, là, toutes les trois en préparant tout ça, en se disant c'est hyper ambitieux comme table, sur quoi on part. Notre idée, c'était évidemment de ne pas faire du cumulatif, excluant, bref, en tout cas de rentrer dans une philosophie de l'exercice ingérable, mais effectivement d'essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à faire ça et de se dire et de convenir aussi qu'il est assez rare de trouver peut-être que ça n'existe pas. Et si vous nous écoutez, c'est un appel à la planète entière. Avez-vous une politique du coup inclusive, intersectionnelle cumulative, ça nous intéresse, vous êtes les bienvenus pour en parler. Bref, donc du coup, au rayon justement des bonnes pratiques, tu l'as évoqué à un moment donné, donc tu parles d'expérimentation avec Simplon, ce qui a aussi existé sur le groupe La Poste, mais du coup différemment, différents types là, sur les femmes, groupe La Poste. Du coup, sur cette question de l'inclusivité, de l'accessibilité, de la représentativité des femmes, qu'elles soient des femmes ou qu'elles soient en situation de handicap, de votre point de vue, tu as évoqué la question des compétences. Comment est-ce que vous pouvez aborder justement vos pratiques en termes de rupture, justement, d'inclusion, en tout cas de rupture justement du plafond de verre ou du mur? Comment est-ce que vous essayez d'ouvrir justement vos pratiques? Est-ce que je peux rebondir sur une phrase que tu as dit juste avant? Tout à fait. Tu as parlé de cumulatif. En fait, je pense que si on a une approche, on va dire, cumulative des singularités, on ne va jamais s'en sortir. Et donc, en fait, je pense que l'enjeu, c'est de ne pas de cumuler. L'enjeu, c'est de ne pas exclure. Et donc, si tu veux, pour une organisation, effectivement, qui veut traiter, c'est effectivement de comprendre quelles sont les mécaniques à l'œuvre qui font que peut-être certaines catégories, comme les femmes ou les personnes en situation de handicap, pourraient se voir exclure d'un process de recrutement ou d'un process de mobilité. Et là, ça devient jouable. C'est-à-dire, là, on peut effectivement trouver du contenu, des matériaux, des pratiques ou des représentations que les collaborateurs ou les managers peuvent avoir sur ces sujets-là. Voilà, je me permets juste de dire, en fait, l'enjeu, c'est de ne pas exclure. Et à partir du moment où on comprend qu'est-ce qui amène effectivement l'exclusion, on peut travailler sur l'inclusion.
me semble-t-il, Ouais, dans tout la à fait. perception que moi j'ai du sujet, pour le rendre compréhensible par tout le monde, pas trop Mhm. d'expertise et opérationnel. L'opérationnel, oui, parce que des talents. De votre côté, du coup, Laurence, comment vous percevez ces enjeux-là? Comment est-ce que vous les traitez, peut-être? Comment est-ce que vous les approchez? Alors je partage parce que quand on a préparé cette table ronde, moi j'ai discuté avec Anne et on s'est dit en fait c'est pas un enjeu de personnes en situation de handicap, parce qu'en fait à la Poste, encore une fois, on sait les intégrer, on sait les recruter, on sait faire en sorte qu'ils soient compensés et on est sur les compétences. Donc c'est plus un enjeu de femmes. Parce que là, pour le coup, il y a une pénurie et on n'arrive pas à les capter, mais c'est pas le handicap n'est pas quelque chose de cumulatif. On est vraiment sur quelque chose qui est, voilà, c'est un fait, point barre. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, on l'a fait en fait plutôt pour les personnes donc, en situation de handicap, hommes ou femmes, ou plutôt pour les femmes, pour s'assurer que, mais c'est, voilà, donc encore une fois, on est sur vraiment 360 degrés. On a accès à la plateforme AGFIP, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez aujourd'hui la possibilité de passer par l'AGFIP et vous avez la possibilité de publier vos offres d'emploi systématiquement sur la plateforme. Vous allez forcément capter des gens qui sont en situation de handicap, voilà, hommes ou femmes, ce n'est pas un sujet. On a la possibilité également de se dire, on a mis ça dans notre accord égalité entre les hommes et les femmes, de se dire, voilà, on veut des femmes sur des postes, et si on veut des femmes, il faut que systématiquement, on fasse 2 ou 3 choses. La première chose, c'est qu'on ait un jury mixte. Alors ça va peut-être vous paraître hallucinant. Quand vous avez 2 hommes, et j'ai rien contre les hommes, je vous jure, voilà, et quand vous avez 2 hommes qui recrutent quelqu'un, eh ben, ils vont plus recruter un homme qu'une femme. Quand vous mettez un homme et une femme dans le jury, les femmes s'en sortent. C'est un fait, voilà, c'est des stats. Voilà. Il n'y a pas de jugement derrière, c'est un fait. Donc aujourd'hui, systématiquement, on demande à nos agences de recrutement ou au jury en interne, déjà d'avoir un jury mixte et d'avoir des CV à compétences égales, systématiquement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas recrutement si on n'a pas de CV à compétences égales. Alors après, si effectivement il n'y a vraiment pas de femmes, bah, on fera. Mais voilà. Mais on demande systématiquement aujourd'hui d'avoir ça et c'est noté dans notre accord noir sur blanc pour être sûr de recruter des femmes en fait. Donc, ce que tu nous dis, c'est que dans le cahier des charges, Ouais. donc nous sommes OK que ce principe, s'il Ouais. n'est pas respecté, bloque le recrutement. C'est une Normalement- condition sine qua non. Normalement, sur nos cadres stratégiques et dirigeants, oui. Et après, sur certains métiers, oui. Alors après, encore une fois, si on n'a pas, bah, il n'y a pas. Donc on ne va pas non plus bloquer un recrutement pendant 10 ans si on n'y arrive pas. Par contre, on préconise quand même fortement d'avoir effectivement ces 2 CV à compétences égales. Parce qu'il n'est pas question non plus d'aller nous trouver une femme qui n'a pas les compétences. Enfin, je ne connais pas hyper bien les métiers de la tech, hein, mais qui fait du développement alors qu'on a besoin de quelqu'un qui fait du... Ou l'infra. Et ben voilà, c'est ça. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais par exemple, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment, encore une fois, nous, on se base sur les compétences. Donc par contre, si c'est la personne qui est identifiée, qui est la meilleure, et si c'est un homme, bah, bien évidemment, on prend l'homme. Il n'y a aucun sujet par rapport à ça. On a aussi fait des choses dans tout ce qui était intitulé de poste et tout ce qui était indication d'indicateurs QVT. Alors du type télétravail, du type on a supprimé les termes autonomie, les trucs un peu qui sont plutôt à connotation masculine. Donc voilà, on essaye de rendre l'offre d'emploi la plus neutre possible, parce qu'il y a des femmes. Et c'est là où je dis que le sujet du handicap n'est pas forcément un sujet du handicap sur cette problématique-là. C'est qu'il y a des femmes en fait qui, si elles n'ont pas c'est toutes les femmes, si elles n'ont pas 90% des compétences, ne postulent pas. Les hommes, vous avez cette chance-là, vous y allez. Si vous avez 50%, vous disant de manière, ok, j'essaye, voilà. Et on a un vrai sujet sur ça. Mesdames, je me permets, parce que je me mets avec dedans, hein, on a vraiment ce sujet-là, on n'ose pas y aller. Et donc, résultat, en fait, on n'est pas identifié non plus par les recruteurs ou les recruteuses. Donc, on met des choses comme ça. Et puis après, voilà, on a effectivement l'école de la data et de l'IA, qui est une école interne à la Poste, où on s'est dit, il faut qu'on fasse des promos de femmes. Donc, on a réussi à faire une promo 100% féminine. Sinon, on essaye de faire des promos mixtes. Donc, c'est pour faire des personnes qui font de la conception et du développement. Et on s'est engagé sur une chose au niveau de l'accord égalité pro, qui était de se dire, en tout cas, moi, je me disais bêtement, parce que je m'occupais de non-discrimination, que les concepteurs-développeurs des applis, les concepteurs-développeurs vous savez, des moteurs de recherche qui vont vous donner le CV qui va bien, etc., en fait, ce sont généralement des hommes. Et donc, comme tout développeur, ils ont des biais, comme nous, hein, on a tous des biais. Et donc, en fait, on s'est dit, voilà, on va les former à la non-discrimination
pour que derrière ce qu'ils codent et ce qu'ils enregistrent, entre guillemets, ou en tout cas les consignes qu'ils donnent à la machine, et ben, en fait, ne soient pas non plus avec leur biais. Voilà, donc c'est tout ça qu'on met en place, quoi. Un beau challenge. Ouais, Ouais, c'est sympa. et ne jamais rien lâcher. Ouais, Exactement. surtout ne jamais rien lâcher. C'est justement ça. Mais voilà, donc Merci. formation. Et Oui, puis, mais formation, compétences, Exactement. déconstruction des biais, exactement. Voilà. fondamentale. Et puis voilà, on est tous et toutes d'ailleurs dedans. C'est ce on en discutait. On fait partie de cet exercice-là. Alors, on parle de compétences, on parle de formation. Donc, tu parles d'une école de data internalisée. Tu as quand même aussi précisé, c'est important. Et du coup, vous allez me dire un peu comment vous voyez les choses. Qu'effectivement, en fait, la notion finalement de handicap n'est pas forcément du coup En tout cas, voilà, après. de ton point de vue. exactement. Du coup, Christelle, qu'en es-tu de ton côté? Comment est-ce que tu vois les choses sur des expériences réussies de votre côté? Peut-être partager aussi avec Stéphanie. Oui, alors en fait, on est plus sur une approche expérimentale. Alors ça, c'est très lié aussi à la culture de l'entreprise. Natixis est né d'un groupe coopératif, mutualiste et coopératif, qui est le groupe BPCE. Donc, on a quand même cet ADN-là. Et puis, on est aussi parti du principe pour déconstruire les représentations qu'on peut avoir sur la capacité qu'auraient certains profils à intégrer certains métiers. C'est dans l'altérité, dans la confrontation à la différence qu'on fait sauter des barrières. Donc, en fait, on est parti de 2 postulats. Le premier postulat, c'est comment on recrute dans les métiers de l'IT. Et puis, le deuxième postulat, c'est comment on va faire se rencontrer des gens qui, par exemple, n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Et donc, comment on fait pour recruter dans l'IT? Déjà, on passe beaucoup par nos propres prestataires, puisque on a 600 personnes salariées, mais on a aussi beaucoup de prestataires chez nous qui interviennent dans nos équipes et qui nous mettent à disposition sur site des collaborateurs, dans lesquels nous, on va piocher parfois sur nos recrutements. Donc, l'idée de cette mise à disposition, ça fonctionne plutôt bien. Et puis, l'altérité, donc la rencontre, c'est qu'on avait déjà finalement eu une séquence de reskilling sur une partie de nos populations dans les métiers de l'IT, où on a des collaborateurs qui suivent un programme de formation pour intégrer les métiers de l'IT. Expérience partagée du coup avec le groupe La Poste et du coup avec des chiffres aussi positifs, parce que Laurence avait l'air de dire que c'était du coup hyper positif, en tout cas sur le reskilling interne. Oui, ça veut dire que ça permet à des femmes effectivement d'accéder à ces métiers-là via un parcours de formation. Chez nous, ça s'appelle la Step Up Academy. Et il se trouve que magiquement, Simplon est l'un des prestataires sur le parcours. Voilà, et donc du coup, on a mergé, on va dire, un peu cette double approche. Donc, on a fait un programme, on va dire, de formation avec Simplon, mais qui ne s'adressait plus à nos collaborateurs internes, mais à des collaborateurs externes. On a construit le contenu de la formation avec Simplon et avec nos opérationnels métiers pour se garantir effectivement de la compétence ou de la connaissance que devait avoir le candidat à l'issue du parcours. Et à l'issue de ce parcours chez Simplon, le collaborateur qui, en l'espèce, puisque c'était une promo handicap, intégrait une entreprise adaptée pour être mise à disposition au sein de nos équipes et ensuite être embauché dans les équipes qui accueillaient cette mise à disposition pour que la montée en compétences se fasse en tenant compte de la situation de handicap. Et puis comme effectivement on est très joueurs, je ne sais pas si c'est dans la finance, je ne devrais pas dire ça, vous allez tous avoir peur. Peur, mais on s'est dit, en fait, on a le contenu, on n'a pas les candidats, donc il faut qu'on soit ouvert sur les candidats. Donc sur les candidats, d'abord, on ne les a pas choisis nous, c'est le monde associatif qui a eu cette responsabilité avec quelques critères. Donc pour nous, c'était des demandeurs d'emploi, donc des gens effectivement qui cherchaient un job, parce qu'on en avait à proposer. Sachant qu'on fait déjà on donne déjà des jobs en interne pour des gens effectivement qui sont sur des mobilités. On voulait que ce soit des personnes en situation de handicap parce que c'était spécifiquement une promotion de personnes en situation de handicap, parce qu'on avait une volumétrie de recrutement à l'année qui nous permettait d'intégrer un collectif. Et puis du coup, on s'est dit, on va être inclusif, c'est-à-dire on va faire en sorte que dans cette promo, on ait autant d'hommes que de femmes, puisqu'on a en fait le choix, puisque les candidats n'avaient aucun prérequis dans l'IT. Donc ça nous permettait effectivement d'avoir ce niveau d'exigence, et donc les gens sont rentrés dans cette cohorte en respectant, on va dire, ces critères-là. Voilà. Donc ça a été notre manière, on va dire, de fonctionner. Donc avec une période de formation très en proximité avec nos opérationnels, puisqu'en fait il y a eu des accueils sur site, on est venu enseigner également avec Simplon. C'était pendant la période Covid, je précise, parce que sinon c'était pas marrant. Et ensuite il y a eu effectivement un partenariat
avec une entreprise adaptée qui était déjà actrice chez nous pour de la mise à disposition dans nos équipes. Et effectivement, là, je te rejoins sur la partie handicap. Ce qui est ressorti, en fait, la notion de handicap a complètement disparu des appréhensions éventuelles des collaborateurs. Le genre, on n'en a même pas parlé. En fait, ils étaient focus compétences et ravis finalement d'avoir une action où ils permettaient à des gens qui n'avaient pas de boulot d'en trouver un, en fait. C'était ça qui faisait du sens pour eux. Ouais. Et du coup, Stéphanie, donc presque un peu à la jonction, j'ai envie de dire, du coup. Comment tu vois donc là, on est vraiment sur le recrutement IT, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Donc là, avec un volet plutôt femme là, sur la concrétisation. De ton côté, c'était plutôt handicap, du coup, chez Natixis. Steph, comment toi, tu vois les choses en tant que grande Manitou de la formation, du coup, au métier tech numérique? C'est quoi ton point de vue? Et puis, c'est quoi les tips? Comment tu vois les choses? Et qu'est-ce que tu préconises autant que faire se peut? Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas reprécisé, mais le handicap, c'est sur le plan légal. Donc, les entreprises doivent justifier de 6% de personnes en situation de handicap au niveau de leur effectif du SIREN. Donc, c'est vraiment en top de l'entreprise. Avant, c'était vraiment au niveau des établissements. Donc, les entreprises ont un devoir plus important. On est à 3,5% aujourd'hui. C'est depuis 87 que l'objectif des 6% a été lancé. Donc, voilà, il reste encore de la marge. Alors, c'est vrai que la Poste est à 9%. Est-ce qu'on peut le souhaiter ou pas? Je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, par rapport à l'obligation légale, est très bien placée. Moi, je suis en amont, en fait. Moi, je vois des femmes et des hommes qui sont en situation de handicap et qui sont au chômage. Donc, si vous avez eu la malchance de passer par une case chômage, à un moment donné, la perte de confiance en soi est quand même assez rapide, quelle que soit la personne, quel que soit son environnement. Les personnes, souvent, elles arrivent donc au chômage parce qu'elles ont eu une inaptitude et donc ça fait double peine. Elles sont handicapées. Et en plus, elles n'ont plus leur job et elles sont au chômage. Donc, les personnes ont un temps de chômage 1,5 fois plus long. Donc, quand nous, on va les sourcer, elles n'ont pas confiance en elles, ça c'est sûr. Après, il y a vraiment une fatigabilité qui est assez générale. Et on a du stress qui est, ça va peut-être un peu ensemble, mais le stress monte beaucoup plus vite. Donc, il y a vraiment, pour qu'elle puisse se dire, moi, femme en situation de handicap, qui suis au chômage, qui était dans un tout autre métier, peut se dire, demain, oui, je viens postuler pour une formation qui va durer 1 an et demi, 2 ans. Il faut déjà avoir vérifié. Et pour pouvoir vérifier, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de SAS. C'est-à-dire qu'on a des petits bootcamps de formation qui durent entre 4 à 6 semaines, où on va chercher des financements pour ça, parce que ça n'existe pas aujourd'hui dans le droit commun. Et, appel aux donateurs. Oui, appel aux donateurs. Et en fait, ces SAS, elles vont vérifier, enfin, il et elle, mais bon, on est plutôt sur les femmes, que le métier, c'est OK pour elles, que le handicap est compatible avec le fait d'être derrière un ordinateur, et de se dire, oui, ça me plaît. Bon, parce que quand même, on ne fait pas un métier, on ne va pas dans un métier par hasard. L'informatique, vous n'y allez pas par hasard non plus. Il faut un temps de formation relativement long pour être junior. Donc, quand les personnes vont sortir, elles vont avoir un diplôme, mais elles vont être juniors. Donc, il va falloir accompagner l'arrivée en entreprise. Donc, c'est vrai qu'avec Christelle, on a vraiment eu un programme où les personnes avaient été en formation pendant 9 mois avant d'arriver, accompagnées par l'entreprise adaptée. Et Simplon, l'entreprise adaptée, et Natixis, on a fait un maillage en maille très fine en fonction de chaque personne, ce qu'elle savait faire en termes de compétences bien, pour la mettre en binôme. Je me souviens d'Emmanuel et Aurélie chez Natixis qui se creusaient la tête en disant celui-là, je vais la mettre avec un tel parce que ça va matcher, parce qu'elle connaissait assez finement les personnes et elle sait faire telle chose et ça va bien se passer. L'intégration est vraiment une chose importante, et on fait pareil au niveau de l'alternance. Et il y a eu des femmes, notamment Ida, qui a été après embauchée, parce que Natixis a joué vraiment le jeu. Les personnes, il y a eu 5 embauches derrière, sur les 10 personnes qui ont été intégrées. Vraiment,
Il y en a une, Ida, parce que c'est vraiment elle que j'ai en tête, elle m'a dit, moi, je n'aurais pas pu aller en alternance, je n'aurais pas eu la capacité et d'aller en formation et d'aller en entreprise, de devoir être performante, j'avais besoin de me consacrer uniquement à ma formation. Et par contre, on a d'autres promotions après qu'on a délivrées en alternance, notamment avec le groupe Accor. Et ces formations-là, on a mis en place avec les tuteurs de chez Accor qu'on a sensibilisés au handicap pour l'accueil de ces personnes. On a mis en place vraiment un appui renforcé avec le formateur pour travailler l'intégration. À chaque fois qu'il y a quelque chose, soit il y a un passage de certification, de titre, soit il y a l'arrivée en entreprise, on est en phase de stress maximal. Et dans ces cas-là, vous savez bien, quand on est en stress, soit, si vous avez une maladie invalidante, vous avez une poussée qui va faire que vous allez être HS. Du coup, ça va malheureusement appuyer là où il y a déjà un souci. Et toutes ces phases-là, après, on travaille avec des job coachs, on met en place des psychologues qui peuvent les recevoir et qui peuvent les prendre assez rapidement, juste pour couper, quoi. Alors qu'autour, tout est favorable. Enfin, on a des entreprises qui accueillent et qui sont super, quoi. On a fait des rencontres, ils se sont vus, ils sont allés physiquement dans les lieux. On essaye de tout mettre en place, mais après, voilà, l'humain reste humain. Donc, il y a vraiment un accompagnement de proximité et à continuer derrière et à ne pas négliger cette phase de stress qui malheureusement appuie souvent sur le handicap. Après, peut-être pour rassurer effectivement l'auditoire, en fait, je pense que l'approche autour de la mixité et du handicap, il faut qu'elle soit un peu globale, me semble-t-il. C'est-à-dire, en fait, il y a ce type effectivement de programme, d'accompagnement, de formation pour des personnes effectivement pour qui le rapport au temps est important. Et on avait démarré à temps partiel. On a fait un SAS et on avait démarré à temps partiel pour permettre effectivement aux personnes d'arriver tranquillement dans le parcours et que ce soit vraiment quelque chose de progressif en matière d'apprentissage. On les a fait rencontrer nos propres collaborateurs qui leur ont dit « mais moi aussi j'ai peur, moi aussi je ne suis pas arrivée ». Et puis on a d'autres programmes aussi intéressants d'aller sensibiliser dans les écoles, par exemple les jeunes femmes qui s'entendent parfois dire que ce n'est pas les métiers vers lesquels elles peuvent aller. Donc moi j'ai 2 filières métiers sur lesquelles je recrute des profils d'ingénieurs. Donc bien évidemment les métiers de l'IT, mais aussi les métiers du risque, puisque c'est de la data et de l'analyse de données et de la prévision de risques. Et là, on a un programme qui s'appelle Women in Finance, qui est vraiment une journée dédiée aux jeunes femmes pour venir découvrir nos métiers. Et on voit bien que les écoles d'ingénieurs qu'on a approchées, on n'a pas de retour, on va dire, des écoles d'ingénieurs pour pouvoir mobiliser en interne leurs propres jeunes femmes pour qu'elles viennent découvrir. Donc à l'issue effectivement de cette journée, je te donnerai un petit QR code, parce que s'il y a des jeunes femmes qui font une école d'ingénieurs et qui veulent venir passer une journée avec des rôles modèles féminins chez Natixis, donc au mois de novembre, on a cette journée qui est complètement dédiée pour que des jeunes femmes viennent découvrir nos métiers et dire qu'effectivement, si elles choisissent une voie scientifique, elles peuvent aller dans les métiers de l'IT chez nous, mais elles peuvent aller aussi dans les métiers plus financés sur lesquels on recrute aussi des profils scientifiques. Mais on voit bien que c'est difficile effectivement parce que on a peu de femmes dans ces dispositifs de formation initiale. Peut-être pour compléter, alors je veux pas faire peur, mais on a toujours eu des gens qui étaient en situation de handicap qui sont arrivés chez Simplon et qui n'ont pas eu besoin d'aménagement. On dit qu'il n'y a pas besoin d'aménagement pour 80% des personnes. Sauf que certaines se sont déclarées en situation de handicap parce qu'on mettait en place des programmes pour des personnes. Enfin, il fallait être reconnu handicapé pour pouvoir suivre parce que c'était les financements qui étaient comme ça. Et du coup, ça leur a permis de parler handicap avec leurs collègues handicap. Et du coup, à un moment donné, de se dire, voilà, on est tous pareils, on est tous demandeurs d'emploi en formation et on est tous handicapés. Et du coup, on sort de notre propre handicap, de notre propre problématique, on s'intéresse à celui des autres. Et ça a vraiment créé des émulsions super. Et comme elles arrivaient en entreprise avec déjà, tout le monde savait qu'elles étaient en situation de handicap, la question ne se posait pas. Et tout avait été pensé pour accueillir. Et ça, c'est quand même c'est la libération de la parole, parce que du coup, elles sont arrivées sans avoir besoin de le dire. Parce que quand on le dit, d'abord, elles ont peur. Les autres qui accueillent ont peur aussi. Parce que là, nous, on est avertis, mais sincèrement, le mot handicap, la plupart des gens voient dans leur tête un légume. On a quand même ce genre de réflexion. Donc, c'est le même mot que vous soyez en centre médicalisé où vous ne pouvez pas du tout venir travailler.
que pour tout à chacun qui a un handicap. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la liste des handicaps reconnus s'est allongée, et c'est tant mieux, parce que la fatigabilité, notamment post-cancer, n'était pas prise du tout en compte. Maintenant, c'est pris en compte. Et à partir du moment, enfin moi Armelle, j'avais parlé avec ta responsable mission handicap côté Natixis, elle m'a dit du coup cette opération-là a fait que les managers maintenant viennent me voir en me disant ben voilà telle personne, je pense que il y a un déclenchement empathique. Voilà, telle personne, il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu peux voir, etc. Et du coup, ça libère quand même la parole, enfin le fait d'arriver comme ça un peu en masse, et qu'il ne soit pas tout seul au milieu d'un groupe. Parce que moi, j'en ai une qui m'a dit, bah là, on est tous pareils, je ne suis plus le mouton noir parmi tous les moutons blancs, en ayant toujours l'impression qu'elle a le mot handicapé sur sa tête, quoi. Et mais ça me permet de reboucler un peu non pas dans le sens forcément de ce qui était écrit, mais dans le sens qui semble être intéressant, qui va vous réunir un peu toutes les trois. Ce que j'entends dans tout ça, c'est du coup des volontés individuelles, des volontés citoyennes, des volontés professionnelles, des volontés de structure. Ce que je constate aussi, c'est que du coup, en tout cas au sein des entreprises, vos expériences sont des expériences aussi qui sont ouvertes à l'externe. J'entends que du coup, adresser la question de la diversité, qu'elle soit celle des femmes, de la représentativité des personnes en situation de handicap, d'une diversité, du coup, est adressée aussi avec l'externe, c'est-à-dire en partenariat, en renfort. J'ai l'impression que vous allez me dire où vous m'arrêtez. Donc ça, c'est une première chose. Donc de mon point de vue, bon, on est un collectif. Alors, du coup, je rebondis là-dessus, évidemment, parce que je me dis, bah oui, écoutez, l'union fait la force. Première chose. Et moi, la deuxième question que j'ai, du coup, qui vous adresse toutes les trois, vous en interne et Stéphanie, justement, aussi en externe, vous l'avez évoqué chacune à un moment donné, c'est comment ça se passe en fait en interne chez vous. Parce que moi, j'entends que du coup, on doit qualifier les handicaps, on doit se fixer des objectifs. Bon, bref, et qu'à un moment donné, dans vos entreprises, vous n'êtes pas seul. Voilà, donc c'est un peu une énorme patate que j'envoie. Donc ce constat du collectif et d'un appel à l'externe pour du coup mettre en place une dynamique vertueuse. Et comment en interne, vous aussi, vous arrivez à... parce que voilà, il y a du monde sur cette corde-là. On n'est jamais seul. On n'est jamais seul, mais c'est vrai que c'est un, alors j'allais dire un combat de tous les jours, mais c'est un combat de tous les jours. On va s'appuyer sur déjà les réseaux qu'on a en interne. Donc nous, on a la chance d'avoir des référents handicap sur tous les territoires et dans toutes les directions, donc qui sont notre pilier en fait. Et on a également 170 assistants sociaux et on a 150 médecins du travail qui sont sur le handicap, en tout cas vraiment les piliers sur lesquels on peut aussi s'appuyer et qui ont l'expertise et qui peuvent aussi accueillir la parole des gens. On parlait de personnes qui n'osent pas forcément se déclarer. Voilà, c'est comment on crée la confiance dans le collectif de travail, comment on accompagne le manager qui parfois est totalement démuni. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va venir il va voir que vous dites qu'il y a un problème. En fait, il ne va pas réussir forcément à le qualifier. Donc, c'est là où il faut s'appuyer sur le médecin, sur le référent handicap ou sur l'assistant social. Et puis, surtout, le collectif de travail. Nous, on a fait différentes typologies de formation pour le manager en fonction de 4 types de handicap. Alors, c'était du visuel, du sensoriel, du psychique, parce qu'il y a de plus en plus de handicaps psychiques. Pareil, aujourd'hui, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, et comment est-ce qu'on accompagne le manager avec ces formations-là? Comment on accompagne le collectif de travail? Et comment on accompagne la personne? C'est-à-dire que la personne, quand elle s'identifie, quand elle ose faire son coming out aussi du handicap, en fait, elle fait un deuil de sa vie d'avant. Donc, c'est pas facile non plus pour elle. Vous avez une personne qui va mettre peut-être 30 ans ou 40 ans à se dire OK, il faut que je le dise parce que là, je suis épuisée, je n'arrive plus à compenser et j'ai besoin d'outils pour justement, soit d'aménagement d'horaire ou autre, pour pouvoir correctement travailler. Et en fait, une fois qu'on lui donne ces outils, soit vraiment du matériel, soit ces aménagements, en fait, vous avez une personne qui est 100% compensée et qui retravaille exactement comme les autres. Donc il n'y a plus de sujet, entre guillemets. Mais par contre, elle est accompagnée, et le collectif de travail aussi est accompagné. Parce que parfois, comme vous disiez, oui, ça peut faire peur, effectivement, le handicap. Et du coup, en interne, là, moi je pensais surtout aussi à vos collaborateurs et collaboratrices. Voilà comment ça se passe, c'est aussi ça. Donc là, j'entends, Laurence, que du coup, il y a une organisation chez toi au niveau du coup national, déjà avec des référents. Peut-être Christelle, toi de ton côté, comment ça se passe? Tout pareil. Alors nous, je pense qu'effectivement, nos entreprises ont cette spécificité, c'est qu'elles ont leur médecin du travail en propre, salarié de l'entreprise. La vie des entreprises n'est pas aussi facile quand ils sont sur des services de santé inter-entreprises.
parce qu'on sait bien que la médecine du travail aujourd'hui souffre d'un manque de médecins du travail, ça faut quand même le dire. Et dans une PME, je pense qu'effectivement, ils sont peut-être moins soutenus parfois sur ces enjeux de santé au travail que peuvent l'être des entreprises qui ont la possibilité d'avoir un médecin en propre dans leurs équipes ou des assistantes sociales en propre. Ça, c'est un premier point, donc, parce que la proximité joue beaucoup. Alors, la vraie difficulté pour une organisation, salarié interne ou pas salarié interne, hein, c'est derrière effectivement une situation de comprendre effectivement, derrière un comportement d'un collaborateur, qu'est-ce que effectivement ça décrit comme situation. Derrière un absentéisme maladie, est-ce que j'ai un problème de santé du collaborateur ou j'ai quelqu'un qui a besoin de temps parce qu'il est aidant familial? Pas tout à fait. Du coup, la réponse ou l'accompagnement de l'organisation ne va pas être ça. Et en fait, ce qu'il faut, et c'est pour ça que dans les entreprises, on parle beaucoup de safe place à l'anglo-saxonne, mais c'est vrai que plus le collaborateur aura confiance dans son organisation, dans la capacité qu'elle aura à lui pousser les dispositifs qu'il va pouvoir prendre et dont il va pouvoir se saisir pour répondre aux besoins qu'il a là en ce moment, en sachant qu'on est dans des entreprises où on a des anciennetés relativement fortes. Donc quand j'ai 30 ans, je vais avoir un besoin, quand j'ai 40 ans, je vais en avoir un autre, et à 50 ans, j'en aurai probablement un autre. Donc en fait, la réflexion d'une organisation, et c'est pour ça que les enjeux d'inclusion sont aussi intéressants à regarder, c'est en fait, derrière l'inclusion, c'est quoi le besoin des collaborateurs, et donc c'est quoi l'offre qu'on peut faire aux collaborateurs pour qu'il y ait une logique un peu de pick and choose. Donc on a des enjeux de dispositifs à réfléchir. Comment, dans des grands groupes comme les nôtres, parce que nos fonctions existent parce que nous sommes dans des grands groupes aussi, hein, comment nos fonctions peuvent permettre effectivement d'irriguer l'organisation avec à la fois des politiques qui vont pouvoir servir des besoins différents, indépendamment de je suis un homme, je suis une femme, je suis mariée, pas mariée, je suis sur un couple de même genre ou pas, j'ai des enfants, je suis en situation de handicap ou j'ai une santé qui se dégrade, mais je ne suis pas encore en situation de handicap. Je vous en passe. Et donc de voir effectivement quelle est l'offre effectivement qu'on peut proposer, hein, un peu dans une logique de flexible benefit, et de se dire finalement, est-ce que ça c'est visible à l'ensemble de nos collaborateurs pour qu'ils puissent effectivement se dire qu'il y a un dispositif qu'ils pourraient saisir, encore faut-il qu'ils le connaissent. Et ça, le rôle de la proximité, des référents, c'est hyper important. Alors, les entreprises ont beaucoup commencé, me semble-t-il, historiquement par le handicap, parce que la loi handicap va avoir plus de 20 ans. Hein. Donc, ce rapport au temps a été nécessaire pour que les entreprises se structurent. Et je pense que du coup, le sujet du handicap, ça a été un périmètre d'expérimentation pour les entreprises qui pourrait du coup se dupliquer à d'autres formes de singularité, hein, pour faire en sorte effectivement qu'on puisse adresser tous les besoins des collaborateurs. Voilà, ça c'est effectivement mon rêve à moi, enfin un rêve, mais qui s'assoit aussi sur une réalité. Hein, je ne suis plus toute jeune, j'ai démarré il y a longtemps dans les enjeux de diversité et d'inclusion. Je trouve qu'il y a eu des progrès, je trouve qu'on n'arrive pas à transformer autant qu'on aimerait. Et pourtant, en fait, ça fait du sens pour les entreprises parce que moi j'ai quand même une patronne, hein, qui a révélé effectivement avoir traversé un problème de santé au travail. Et c'est vrai que quand un DG s'autorise à le dire, ça libère effectivement, ça veut dire, indépendamment de la situation dans l'entreprise et des rôles qu'on peut avoir, on traversera tous quelque chose. Heureux, moins heureux. Et en fait, c'est quoi la réponse de l'organisation et les dispositifs qu'elle peut proposer. Et puis je pense que nos organisations, je vous parlais un peu de l'ADN Natixis, on ne peut pas être un groupe coopératif et mutualiste au service de la société sans finalement avoir des vraies actions qui se tournent aussi vers la société. Là, je fais le lien, effectivement. Donc, si on a des dispositifs qu'on peut proposer, alors même modestes, et je regrette qu'ils soient peut-être un peu trop modestes parce qu'on ne recrute pas toujours, mais on a de l'ancienneté. Donc voilà, donc on a un effectif qui ne bouge pas beaucoup, mais quand on peut effectivement s'ouvrir à la société pour permettre effectivement à des gens de pouvoir réintégrer le marché de l'emploi avec comme seul motif de travailler, parce que moi je trouve que c'est un super motif de chercher un boulot parce qu'on a besoin de gagner sa vie. Ça, c'est notre génération qui trouve ça, mais après... Mais c'est pas mal. Mais dans les demandeurs d'emploi aujourd'hui, on sait bien qu'on a une représentation aussi des profils les plus anciens, on va le dire comme ça. Voilà, et ça suffit en soi finalement pour pouvoir être un critère d'éligibilité, on va dire, ou d'accès à une entreprise, me semble-t-il. Et juste, pardon, si je peux me permettre, il y a aussi un sujet de performance pour l'entreprise, performance économique, mais aussi sociale et sociétale. C'est-à-dire que si on arrive à mettre des personnes en situation de handicap, des hommes, des femmes, des personnes LGBT, des personnes de différentes origines,
Donc si alors là on fait vraiment de la diversité et de l'inclusion, on va avoir une entreprise qui va être un petit peu plus innovante que les autres, un petit peu plus performante que les autres, et on va vraiment avoir en fait, on sera du gagnant-gagnant, parce que la personne sera très bien dans sa peau et arrivera dans son entreprise. J'aimais bien la formule de McDo, mais je suis pas McDo, mais voilà, c'est le comme vous êtes, mais c'était vraiment ça, c'est-à-dire que voilà, c'est que derrière, en fait, en termes de bien-être et de QVT, et derrière, vous allez avoir une meilleure performance pour l'entreprise. Ah oui, c'est sûr. Dur, ce qu'il va falloir commencer à conclure gentiment. Ça n'est pas facile. Je creuse. Non, mais j'essaye de. En tout cas, on a des bonnes pratiques, on a des organisations qui se structurent, on a des partenaires aujourd'hui sur le marché qui permettent aussi de nous aider. C'est exactement ça. Il faut sourcer quand même. Voilà. Exactement. Et ça prend beaucoup de temps et c'est assez compliqué. Parce que nous, on s'est recruté des profils, on va dire standards. Excusez-moi, l'expression est peut-être très malheureuse. En fait, à partir du moment où on est sur une approche un peu industrielle du recrutement, je pense que les grands groupes sont assez bien équipés là-dessus. Oui. À partir du moment où vous voulez faire différemment ou avoir des gens différents, du coup, il faut faire différemment. On ne peut pas dire qu'on peut faire de la diversité, entre guillemets, en utilisant les mêmes méthodes. Ou mes vieilles robes, comme je dis. Ouais, non, donc voilà, il faut se déplacer un petit peu. Et là, pour le coup, le monde associatif, c'est une mine d'or incroyable. C'est effectivement des gens qui peuvent avoir le temps que nous n'avons pas toujours en interne, peuvent avoir les réseaux en proximité dans les régions, à proximité, on va dire, des demandeurs et des besoins. Et je pense qu'aussi les entreprises doivent apprendre à travailler avec le monde associatif pour pouvoir effectivement régler leurs propres problèmes, en tous les cas, leurs propres besoins RH. Me semble-t-il, je trouve que c'est important. Une approche un peu écosystémique. Écosystémie, on va dire, des dynamiques internes, parce que voilà, on n'est pas trop venu dessus, mais en tout cas, j'imagine que voilà, vous avez aussi un bâton de pèlerin. On a tout ça d'ailleurs dans nos organisations pour expliquer. Tu parlais à un moment donné, tu as évoqué, je crois, l'altérité face au témoignage, à la connaissance de la situation de l'autre, que ce soit sur le handicap. On a un petit peu moins parlé, mais en tout cas, les enjeux sont différents, mais sensiblement les mêmes sur ces questions-là, sur la question de la féminisation. Pourquoi est-ce que c'est important mais parfois, il faut en parler. Et on voit bien qu'en tout cas, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, force est de constater qu'il ne faut surtout pas lâcher. En tout cas, ça, c'est le premier truc. Je suis désolée parce que ça pourrait durer des heures. À un moment donné, il va falloir conclure. Donc, je vais vous inviter à faire un exercice de foufou. C'est si vous avez une bonne pratique à donner, assez rapide. Il y a un truc à faire pour vous. Ça vous semble être... Il n'y a jamais une recette, il n'y a pas une manière de faire. Mais vous, il y a vraiment une action que vous trouvez hyper performante. Et franchement, si vous ne le faites pas, en tout cas, essayez de le faire. Et puis après, peut-être vous me direz... allez, dans 5 ans, on en est où, quoi à votre sauce, à vous. Alors, une action, moi, je pense que c'est vraiment de former, de sensibiliser et les concepteurs-développeurs et le collectif. Voilà. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, en fait, il n'y a plus de sujet tabou et on arrive, en fait, à dérouler aussi bien l'inclusion des femmes que l'inclusion des personnes en situation de handicap, que tout type d'inclusion, parce qu'on est tous différents, on a tous une spécificité, et si les personnes se sentent à l'aise pour dire « je suis handicapé », ils seront à l'aise pour dire « je suis aidant », ils seront à l'aise pour dire « je suis LGBT », ils seront à l'aise pour dire voilà. Donc, c'est sensibilisation et formation. Ouverture. Ouais. Stéphanie ? Alors pour moi, le travail est constitutif de la santé, même s'il peut parfois la dégrader par certains côtés. Et les personnes en fait qui viennent, qu'on arrive à sourcer, on n'arrive jamais mieux à sourcer que quand on a une entreprise au bout. Parce que former pour former, c'est pas intéressant ni pour Simplon ni pour personne. Donc les personnes, ce dont elles ont besoin, c'est d'un emploi, c'est de retrouver une place dans la société, c'est d'être autonome, d'avoir leur salaire, etc. L'informatique est une immense, un lieu vraiment sans épuisement d'emploi qui va leur permettre d'avoir un salaire correct, parce que ce sont des métiers où les rémunérations sont plutôt correctes. Alors qu'on voit souvent des reconversions qui arrivent au SMIC. Quand on a 50 ans au SMIC, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais on a besoin des entreprises, en fait, voilà, pour pouvoir, après, nous, moi, mon souhait le plus cher, c'est que les entreprises s'engagent en me disant, oui, allez, hop, on y va, on en prend 1, 2, 3, 4 en alternance par le biais d'une entreprise adaptée. Moi, j'ai besoin des entreprises. Après, derrière, on va chercher les financements. Après, on va sourcer. Et les personnes, elles viennent parce qu'il y a les entreprises en face et parce qu'il y a l'emploi. Voilà. Donc moi, j'ai besoin de l'entreprise pour après dérouler vraiment tout ce qu'il y a derrière et qu'on soit vraiment sur les compétences.
en 1 an, en 2 ans, on ne formera jamais un expert en quoi que ce soit. Ça sera des juniors qui arriveront. Donc, comment on intègre des juniors? Voilà, ça reste toute la question. Donc, des fois, les entreprises font passer cette information au niveau de leurs ESN. Mais on a vraiment besoin de pouvoir intégrer des juniors dans les métiers de l'informatique. Sinon, toutes ces personnes, il faut bien qu'elles démarrent un jour, et elles démarreront juniors, donc avec un accompagnement adapté, un tutorat adapté, aussi bien par rapport au handicap, par rapport à la femme, par rapport aux juniors. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment ce qui est le plus compliqué. Je pense que c'est la juniorité des compétences. C'est joli. Alors, avis à la juniorité, vous êtes les bienvenus. Le mot de la fin, du coup, pour toi. Alors, le mot de la fin, parce que j'ai un train, donc il va falloir que je me suive très, très rapidement. Ouais. Alors, moi, je vais retenir peut-être deux idées. Donc, c'est vrai que l'idée des entry-level positions, on va dire, dans les définitions de poste, effectivement, ça, c'est un vrai travail qui peut être mené dans les organisations, en sachant que dans les organisations, on est de plus en plus sur des logiques, on va dire, d'expertise, de qualification, etc. Donc, ça confronte, on va dire, le mouvement qu'ont eu les grandes entreprises, effectivement, d'aller spécialiser dans des niches avec, effectivement, plutôt des profils expérimentés. Et puis, finalement, d'abandonner, on va dire, tous ces postes d'entry-level position. Voilà, donc et du coup, refaire l'équation n'est pas quelque chose d'aisé, mais je pense qu'à un moment, si on veut répondre aux besoins, on va dire, de compétences, il va falloir effectivement se poser ce type de questions. Et je sais qu'il y a parfois quelques entreprises qui ont déjà un peu avancé là-dessus. Et puis, je pense que le mot compétence est intéressant. D'abord, ne pas voir la juniorisation sous l'angle de l'âge, mais bien de l'expérience ou de la qualification. Et puis, sur l'expérience de la compétence, derrière, effectivement, la compétence, nous, on a vu, parce qu'on a commencé à former quelques managers de l'IT sur leur process de recrutement, et on voit bien, effectivement, qu'il y a un amalgame où il y a une erreur, on va dire, dans qu'est-ce qu'on évalue dans la compétence. C'est quoi une vraie compétence et comment elle se mesure et comment une connaissance se mesure. Et ce n'est pas forcément le fait d'avoir fait telle école qui justifie, effectivement, de la connaissance ou de la compétence. Et ça, c'est vrai que c'est une construction qui est faite, qui se reproduit, parce que dans le monde du recrutement, nos managers ont appris à recruter sur le tas. Moi, j'ai toujours été étonnée que dans la fonction RH, le recrutement n'était pas un métier qui s'apprenait, mais un métier dans lequel on rentrait en premier quand on voulait s'orienter dans la fonction RH. Alors, les choses commencent effectivement à changer là-dessus, parce qu'il y a de plus en plus de formations sur ces logiques de recrutement, mais de bien repositionner cet enjeu de la compétence. Et de poser et d'avoir des critères d'évaluation, que ce soit en matière de recrutement et d'évaluation de la performance, sur cette logique de compétences. Et là, pour le coup, je pense que les anglo-saxons, ils sont meilleurs que nous. Et qu'en France, on a un vrai travail, effectivement, à faire. Et voilà, donc la compétence, ce n'est pas forcément un diplôme. Ça n'est pas qu'un diplôme, ça n'est pas qu'une école, ça n'est pas qu'une origine sociale, ça n'est pas un genre, et ça n'est pas, effectivement, handicap ou pas handicap. Et ça, c'est là-dessus, effectivement, je pense qu'on a encore beaucoup à travailler et à former, comme disait mon homologue. Pour compléter, tous les recrutements par le biais d'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ça, c'est juste... pas du tout adapté. Tu serais en train de dire qu'il y a encore un petit peu de boulot aussi sur le sujet. Exactement. Voilà. Il y a un petit peu de biais dans les bécanes aussi. C'est aussi au niveau de la compétence attendue, ou les écoles, ou les... Oui, et un petit peu de biais dans les bécanes aussi. Il insuffle dans l'IA, donc voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le public... Ah, attention. Oh, alors, je prends 3 questions max. Oh. Daniel. Alors déjà, merci pour votre partage. Ce qui est intéressant, c'est que vous représentez que des GE. Que des GE, que des grandes entreprises. Et dans des territoires, il y a 95% de gens qui ne sont pas des GE. Voire que des PE et des ETI, il n'y en a pas beaucoup. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, vous n'avez pas fait le lien avec 85% des métiers n'existeront pas en 2030. Et donc, quid? Ensuite, vous n'avez pas du tout parlé des canaux d'acquisition de vos talents, la différenciation de vos canaux pour réinventer votre process de recrutement et donc d'adopter soit une stratégie en Y, soit une stratégie en double changement. Et je ne l'entends pas en fait, parce que les entreprises y sont confrontées avec par exemple la réduction de carbone. Par contre, les métiers qui sont sous tension ou les viviers de compétences n'y sont pas, on n'entend pas cette approche pour disrupter le process de recrutement. Comment vous l'envisagez, cette disruption?
Merci, bien. merci Daniel pour cet exposé interrogatif finalement. Alors, moi, je veux alors, dire- quid alors- du Y Alors, ou, pardon, j'allais prendre le Mais micro, d'ailleurs- mais j'en ai un en fait. En fait, je ne vais pas répondre de manière, compte tenu de mon laps de temps un peu tendu. Merci pour votre question. En fait, ce qu'on a fait avec Simplon, on a disrupté le process de recrutement. En fait, hein, On là, a choisi tout seul. Voilà. Donc, Et en on fait, leur a dit, voilà. voilà. Donc en fait, si vous voulez, on est complètement sorti des process de recrutement, on va dire, classiques, qui sont aujourd'hui utilisés. Quand ce qui est des compétences, effectivement, à venir demain, en fait, si vous voulez, là, c'est plus, effectivement, dans le profil du collaborateur qui va être choisi. Et d'ailleurs, je vais vous dire, plus on recrutera des gens de cette manière-là, qui ont eu une capacité à apprendre, c'est-à-dire à changer de métier, plus on se garantit effectivement que demain, à l'intérieur de nos propres organisations, quand il s'agira de changer de métier, ce seront des profils qui se seront peut-être prêts à le refaire à nouveau. Et en fait, c'est plus l'agilité, on va dire, mentale, alors je m'exprime peut-être mal, hein, qui va nous permettre effectivement d'expliquer à nos collaborateurs que un parcours dans une organisation, voire dans plusieurs organisations, c'est définitivement plusieurs métiers à exercer. Et alors, nous, on a un Step Up Academy chez nous, mais je peux vous assurer que pour emmener des collaborateurs à changer de métier, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire la vraie résistance, ça vient pas toujours de l'entreprise, mais elle vient aussi beaucoup du collaborateur. D'abord, qui ne s'envisage pas sur un autre métier pour des raisons qui nous paraissent parfois un peu obscures, dans lequel effectivement il y a aussi beaucoup de crainte de faire quelque chose de différent. Puis finalement, on est un petit peu pour certains un peu installés. Donc on a tous des dispositifs et des politiques d'accompagnement et d'aide à la mobilité. Et dans la mobilité, c'est pas que la mobilité géographique, c'est le changement de métier. Et en sachant que culturellement, c'est pas simple. Hein, dans les grandes entreprises, effectivement, je vais pas parler pour les petites. J'ai travaillé dans des entreprises de 450 salariés, dans des cabinets, etc. Voilà, je pense que ce qui est valable pour certains n'est pas forcément valable pour d'autres. Et c'est pas qu'une taille d'entreprise, c'est une culture d'entreprise. Après, côté Simplon, c'est vrai qu'on travaille, on source vraiment par le biais d'un formulaire sans du tout de question de CV, de diplôme, etc. Donc il n'y a pas de souci. Enfin, tout à chacun peut venir. Après, il faut quand même avoir une appétence à minima pour les métiers de l'informatique et une capacité à suivre la formation, bien sûr. Et après, sur les capacités des TPE et des PME à intégrer, le référent handicap, il est obligatoire qu'à partir de 250 salariés. Donc, enfin, moi, je m'occupe du programme handicap, donc c'est pour ça que je parle plutôt de cette partie-là. C'est très bien de vouloir intégrer des personnes en situation de handicap. Après, il faut qu'en face, il y ait des tuteurs qui soient accompagnés et qui soient sensibilisés. Donc, il faut que l'entreprise aussi ait la culture. Et malheureusement, enfin, pas malheureusement, mais en fait, moi, je monte des promotions plutôt dédiées. Donc, je suis plutôt à travailler avec des groupes qui peuvent intégrer ces promotions. Mais au sein de l'entreprise, des entreprises du groupe Accor, on a pu travailler avec des plus petites structures comme une ESN qui fait partie du groupe, mais qui n'a que, entre guillemets, 350 salariés. Et on voit bien que ce n'est pas la même capacité d'accueil. Donc les personnes ont été prises en plus. Les personnes en apprentissage ont été prises en plus par rapport aux effectifs. Parce que si on considère que l'apprenti fait un poste, moi j'ai des gens qui ont un peu besoin, enfin qui doivent avoir le temps d'arriver. Et c'est important que les personnes se sentent accueillies et puissent avoir le temps d'arriver. Donc après, c'est vraiment d'embarquer les entreprises. En fait, oui, Laurence, peut-être. Juste, voilà, et alors c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, quand je vous parlais tout à l'heure de l'école de la data et de l'IA, on a fait des promotions donc 100% femmes, et cette école, elle est faite pour faire en sorte que des facteurs deviennent demain nos développeurs en interne. Donc en fait, on va aller sélectionner des hommes et des femmes. Donc là, on avait fait une promotion 100% femmes. Qui ne sont pas du tout dans les métiers, qui ont une appétence par contre pour le métier du numérique. Et donc aujourd'hui, ils sont facteurs sur leur vélo. Donc on est vraiment sur de la disruption totale pour pouvoir les accompagner et pour surtout leur faire changer de métier, parce que ça ne vous a pas échappé, la Poste, on a un petit peu moins de courriers à distribuer et plus ça va aller, plus hélas on n'en aura pas. Par contre, on a toujours nos 70 000 postiers. Et voilà, on fait, alors c'est vraiment une phrase qui a tout son sens à la Poste, mais voilà, on fait la Poste de demain avec des postiers d'aujourd'hui. Et donc c'est comment est-ce que justement on les amène sur les métiers de demain à forte valeur ajoutée et comment on les accompagne. Et donc les métiers de la tech, c'est vraiment ça. Merci beaucoup. Alors du coup, j'ai dit 2, 3, clairement ce sera 2, et ce sera la dernière. Bonjour, je m'appelle Alexandra Rigal. Moi, je suis un peu dans le cœur de cible puisque j'ai travaillé 15 ans en finance, dans l'informatique et j'ai une RQTH. Donc voilà.
Le premier sujet, c'est comment on peut donner envie aux petites filles de devenir ingénieures en informatique et développeuses. Aujourd'hui, comment les entreprises elles vont rencontrer les territoires, y compris les QPV, et donner aux petites jeunes filles de cité l'envie de devenir développeuses. Et comment on propose des rôles modèles de développeuses qui vont dans des écoles, dans des collèges, pour leur montrer que ça fait envie. Mais le sujet, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même une baisse des femmes qui travaillent dans le développement toutes les années. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu qui est assez hostile. Pour nous faire notre place, à quel prix ? Parce que les prix, les sujets des postes encadrants sont souvent pris par des hommes. Donc si on veut se faire une place, avoir un projet qui fait sens, on doit être encore plus... Donc ça nous fatigue. Au bout d'un moment, on finit par abandonner. Donc ces rôles modèles laissent un peu tomber. Donc voilà. Et le dernier sujet, en fait, quand on est personne handicapée, on peut afficher qu'on est personne handicapée, mais peut-être que les autres n'auront pas envie de travailler avec nous ou vont jouer sur le handicap pour nous donner les postes clés, et donc on ne pourra pas atteindre le plafond de verre. Donc est-ce qu'en fait, l'entreprise n'a pas un rôle aussi de proposer davantage de liens sociaux pour réhumaniser, afin qu'il y ait plus d'esprit d'équipe et que finalement on voit l'autre comme un humain et pas comme un capital travail, et qu'on puisse avancer tous ensemble pour réaliser l'objectif de l'entreprise. Alors, c'est vrai que Christelle est partie, mais on avait 2 ambassadeurs chez Natixis qui étaient un homme et une femme, Emmanuel et Aurélie. Et en fait, ce qui est ressorti, en fait, c'est que ça avait, c'est ce qu'a dit Emmanuel, donc ça avait remis de l'humain, que cette promotion de 10 personnes qui étaient en situation de handicap, 50% de femmes, 50% d'hommes, des personnes issues de toute nationalité. On avait vraiment c'était les gens qu'on avait recrutés parce que c'était les meilleurs au moment du recrutement. Et derrière, ça avait remis de l'humain sur son plateau. Donc le fait d'intégrer des personnes un peu, avec l'étiquette, en fait, handicap, mais aussi certainement parce qu'il y avait 50% de femmes, parce que c'était des bac plus 2, alors que d'habitude, ils recrutaient des hommes ingénieurs qui avaient 30 ans. Et tout à coup, on arrive avec une promo complètement différente. Donc, je ne sais pas ce qui a joué, mais en tout cas, l'ensemble a fait que ça a obligé les tuteurs à se parler entre eux, et qu'ils se sont retrouvés face à quelque chose auquel ils ne s'attendaient absolument pas, c'était le fait que les gens se parlent. Après, pour ce qui est des jeunes, alors les rôles modèles, oui, parce que les femmes, on leur demande de parler. Là, ce soir, on en a demandé à 2 de venir, elles n'ont pas souhaité, malheureusement, parce que moi, je ne suis pas légitime pour parler à leur place. Mais par contre, ce n'est pas simple pour elles non plus de s'afficher en tant que femme. Alors, femme, pas de problème. Femme en situation de handicap, c'est plus compliqué. Même si elles sont sur des promos handicap. Et pour ce qui est des plus jeunes, Simplon la Fondation Simplon travaille avec les Intrépides de la Tech, où on va sensibiliser des jeunes dans les collèges, etc., au métier de l'informatique. Est-ce que, peut-être, je me permets de rebondir avant d'aller sur les aspects de médiation et d'adresser la grande jeunesse. Peut-être d'ailleurs que tu as un truc à dire aussi là-dessus, Laurence. Peut-être. Tout à fait. Voilà, parce qu'on a encore un peu de temps. Ouais, oui, encore 1 heure, de toute façon. On ne va pas faire l'atelier de co-développement. Ça va. Non, effectivement, à la Poste, nous, on travaille avec une association qui s'appelle aussi Elle Bouge. Donc, c'est Anne qui gère ça aussi avec la Banque Postale. Et donc, on va aussi dans les écoles et on prend aussi la parole sur les métiers de la tech. Et puis, on avait fait aussi un partenariat, lors de Vivatech, on avait fait des expérimentations. On avait rencontré une centaine de jeunes filles ou de jeunes femmes, aussi bien de quartiers prioritaires ou non, aussi bien en situation de handicap ou non, pour justement leur apprendre un petit peu ce qu'étaient les métiers de la tech et essayer de les faire basculer, de les faire venir sur ces métiers-là. Parce qu'encore une fois, il y a des choses qui se passent dans l'inconscient. On se dit, on n'a pas forcément envie, quand on est une jeune femme, d'aller sur ces métiers-là parce que c'est plutôt masculin. Les premières personnes qui ont inventé les ordinateurs, qui ont commencé à coder, etc., c'était des femmes. Sauf que quand les hommes se sont rendus compte que c'était un métier plutôt sympa, qui allait pouvoir évoluer, etc., hop, on s'est fait virer. Et donc aujourd'hui, on a tout à fait les compétences pour le faire. Il n'y a pas plus de compétences chez les hommes que chez les femmes pour pouvoir être dans les métiers de la tech. Il faut juste qu'on nous laisse déjà un peu de place et il faut qu'on ose aussi prendre cette place-là. Mais comme dans tous les métiers, en fait. C'est pas... Ouais. En fait, pour avoir interviewé des femmes qui sont dans la tech et qui ont pris des postes à responsabilité ou d'encadrement ou de management, il y en a beaucoup qui disent aussi, on dit là, oui, il faut qu'une femme, elle va postuler parce qu'elle
temps en fait d'émission. Mais en fait, c'est parce que derrière aussi, sa légitimité, elle est beaucoup plus remise en question. En fait, elle doit beaucoup plus se battre. Donc déjà, si elle voit qu'elle ne remplit pas tout, elle va se dire « Ah, mais si demain, je dois prendre... » Mais c'est dans tous les métiers en fait, c'est pas que la tech en fait. Et c'est là où je disais que c'est pas un problème de handicap, c'est un problème, enfin, entre guillemets, c'est un sujet de femme et c'est pas un sujet C'est la d'autre mémoire chose. collective. C'est ça, c'est un sujet de pardon, je suis désolée, alors je suis proche de l'incorrection, mais du coup, on a un atelier à suivre, derrière, on va jamais y arriver. Je vous invite à continuer l'échange hyper passionnant, parce que c'est le sujet, hein, Women and Girls in Tech, tout à fait. Ouais. Pardon. La Oui, question, allez-y. rapide, hein, Virginie, vraiment rapide. Hein. Mais c'est pour être enregistré. Oui, faut enregistrer en fait, oui. Autant pour moi. Merci, parce qu'il faut du courage pour parler de tout ça. Je serais ravie d'avoir un regard croisé avec vous deux, parce que moi, je suis dans la situation et je coche toutes les cases là. Donc, et je vis cette conduite de changement et c'est moi qui l'accompagne. Et c'est moi qui montre l'exemple à l'entreprise, parce que l'entreprise, elle n'est pas capée, elle n'est pas prête. Ça, c'est un constat, pas de défaillance, mais une confrontation. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de positif. La deuxième chose, en termes d'honnêteté intellectuelle, pas de vous, hein, mesdames, mais de l'employeur, de l'entreprise, à aucun moment, je vous ai entendu aborder la question de la dynamique et du rythme dans cette conduite de changement par rapport aux personnes qui sont sur place dans les entreprises et comment les accompagner. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, la deuxième chose, la dynamique financière. Combien coûte une personne en situation de handicap? Combien coûte une personne en RQTH? Combien coûte une personne qui est en mi-temps thérapeutique, à qui, dans mon cas de figure, on ne m'a pas donné mes droits, on n'a pas respecté mes droits. Et je me bats au quotidien, en termes de charge mentale, dans ma conduite de changement, dans ma reprise de travail, parce que j'ai toute ma tête. C'est con pour les gens, mais j'ai toute ma tête. Mais j'ai compris que la raison pour laquelle on me renvoie à la case pas utile, pas à ta place, c'est juste pour une histoire de pépette. Et ça, il faut l'aborder à un moment donné. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. En fait, à la Poste, on a un accord agréé. Donc, en fait, on est à 9,33% de personnes en situation de handicap. Non, mais donc, en fait, ce sujet-là, j'ai envie de dire, on ne l'a pas parce qu'on l'a eu il y a longtemps. Et donc, moi, j'ai un budget. C'est-à-dire que j'ai négocié avec des organisations syndicales. On a 11 millions d'euros sur 3 ans pour équiper et mettre en place donc, les aménagements. Quand vous avez aujourd'hui, on discutait tout à l'heure, l'AGFIP qui a effectivement un budget et donc qui est censé payer les aménagements de poste, il faut que l'employeur sache déjà vers qui se tourner, que c'est très compliqué de faire un poste compliqué. C'est compliqué de faire appel à l'AGFIP, il faut rentrer son numéro fiscal personnel. Quand vous êtes référent handicap, c'est le vôtre, c'est pas celui de l'entreprise ou quoi que ce soit. Voilà, donc il y a des choses comme ça, il y a des freins. Et donc c'est vrai que vous avez des entreprises qui vont se dire j'ai pas envie ou j'ai pas les moyens, voilà. Auquel cas, c'est là où je parlais il faut former les gens. C'est la première couche à faire parce que encore une fois, vous avez le collectif qui va parfois, nous il y a des gens qui vont se dire mais je comprends pas, elle a un super joli bureau qui monte, qui descend. Ouais, mais elle l'a pas pour se faire plaisir, elle l'a parce qu'elle a soit un problème de dos, soit un problème de ceci, cela. Donc il faut éduquer les gens, il faut leur expliquer pourquoi et en fait leur expliquer aussi, et c'est là où je parlais de performance. C'est-à-dire que, alors je ne vous connais pas, mais je pense que si on vous embauche, vous avez l'air quand même super punchy, vous allez vous défoncer. Non mais si on vous aménage votre poste, etc., vous allez vous défoncer. Par contre, si vous avez besoin certainement à un moment donné de vous reposer parce que vous faites le max et vous allez tirer sur la corde. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les entreprises n'ont pas forcément toujours le budget, donc elles font avec les moyens tant qu'elles ont. Par contre, dans la réalité, et ce type de droit. Et aujourd'hui, on n'en parle pas. Je suis référent diversité, inclusion, référent QVCT, RPS. Manque de peau, ils n'ont pas coché la bonne case. Et elle est syndiquée en plus, hein, je ne vous raconte pas. La fondation, c'est possible. Mais Ouais. C'est des vrais. Il y a des textes. Il y a des... Vous ne bossez pas à la Poste, hein, d'accord. Vous ne travaillez pas à la Poste. Ah, vous êtes collègue, tu ne savais pas? Elle commence demain. Elle commence demain. Ça, je me doute. Ouais. Il y a des choses qui existent déjà. Mais bien sûr, bien sûr. Très bien. Pardon. Je vais vous laisser. Pardon. Ah, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de tableau. Voilà, exactement. Je suis Donc entièrement peut-être d'accord. potentiellement 2 choses. Ce sera l'occasion d'une seconde table. Vous pouvez vous rapprocher. En tout cas, moi je voulais merci beaucoup et c'est important ce que tu viens de dire. Donc c'est pardon sans question, mais il faut que ça cesse et je vous laisse continuer ensemble. Je veux juste remercier nos intervenantes super. Bravo mesdames.
Voilà, donc Laurence Hulin, diversité, inclusion, Égalité égalité des des chances du À la groupe La Poste. Poste, Stéphanie Dubreuil, Simplon.co et notre, notre femme fantôme, Christelle Roum, de son nom, diversité, inclusion et équité de chez Natixis. Merci à vous, mesdames, c'était Merci beaucoup. super, hyper intéressant. Merci aux questions. Désolée pour la petite violence du moment, il faut que ça cesse. Donc maintenant, on va se détendre un peu, on va cutter la caméra, on va aller boire un petit café, et puis on va se laisser quand même 10 minutes, et après, on va bosser encore. Ah là là, on n'en peut plus. Mais merci beaucoup. Merci. Merci Lénier.